Monsieur Eric Armand Olam Obaré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'entrevue. Merci. Alors, vous êtes le président de l'association Les Larmes du Citoyen. Avec vous, on va un temps soit peu décrypter l'actualité du moment et parler de votre mouvement associatif. Les Larmes des Citoyens, qu'est-ce que c'est et pourquoi cette dénomination? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir étayer les activités de ma plateforme politique au sein de votre plateforme numérique. Alors, avant de commencer mon interlocution, je vais d'abord tout de même commencer comme l'exige la tradition bantou à me présenter. Donc, je suis Monsieur Olam Obaré Eric Armand. Je suis de nationalité gabonaise, je suis originaire de la province de Logo et Vindo, précisément de Mimpala. Donc j'ai fait une partie de mes études primaires à Abidjan, Côte d'Ivoire, jusqu'en 6e. Et par ailleurs, je suis venu les achever au niveau de Gabon, donc à Libreville, où en 2005, j'obtiens mon BPC et en 2010 mon baccalauréat. Alors cette année 2010, je postule également pour le concours d'entrée à l'Institut national des sciences de gestion, concours que je vais, n'est-ce pas, valider, et établissement dans lequel je vais passer 3 ans. Et au sein de l'Institut, je vais obtenir une licence en gestion touristique et environnementale. Donc l'année suivante, je me dirige vers Accra pour une année linguistique. Et par ailleurs, j'ai eu à faire des petites formations, notamment en management du pétrole et du gaz, mais également en négociation de contrats. Donc lorsque je reviens à Libreville, je postule au test, toujours au sein de l'Institut national des sciences de gestion, où j'obtiens mon Master 2 en gouvernance, management des établissements publics. Par ailleurs, j'ai également postulé à des tests au sein de l'Université Omar Bongo, où j'obtiens ma licence en sciences politiques. Donc au sorti de cela, je vais ainsi me lancer dans la recherche de l'emploi. Mais malgré les difficultés qui se sont mises autour de moi, autant pour moi, je vais devoir me débrouiller de moi-même et par la suite créer mon entreprise en 2018 qui malheureusement va fermer en 2019 en raison de la pandémie de la Covid-19. Donc voilà un peu de façon ramassée mon parcours académique. Maintenant, en ce qui en est du volet politique, en 2009, je commence à m'intéresser un peu à la vie politique de mon pays. Et c'est comme ça que je milite auprès du candidat de l'interposition, Anteba Obam, qui malheureusement ne va pas accéder au pouvoir, et il y a eu des difficultés à la suite. Mais je ne me suis pas laissé faire, je me suis dit qu'il fallait effectivement que j'aille toujours de l'avant. Et en 2016, je vais me battre du côté du candidat de l'alternance, Jean Ping. Vraiment, moment assez difficile pour moi, parce que 2 jours avant les délibérations des élections, donc on a eu à faire une marche du QG des candidats vers la Cité de la démocratie. Et en allant vers la Cité de la démocratie, on a eu à constater un barrage des forces de police nationales, barrage selon lequel on a été bombardé, et dans la foulée, il y a eu une dispersion et nous nous sommes cachés, n'est-ce pas, dans une maison inachevée. Et c'est là je suis resté pendant 4 heures de temps. Et pendant ces 4 heures de temps, j'ai fait couler des larmes. C'était des larmes de tristesse, des larmes de désespoir, des larmes d'alarme, j'ai envie de dire. Et par la suite, quelques heures plus tard, à travers des raccourcis que j'ai eu à prendre derrière le quartier appuyé, derrière le camp normal, je me suis dirigé dans mon domicile familial. Et 2 jours après, il y a eu, n'est-ce pas, la validation de l'élection présidentielle qui avait, n'est-ce pas, mis à la tête le président Ali Bongo Ondimba comme président de la République. Et c'est là, il y a eu des émeutes post-électorales. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un des miens tomber par une balle qu'il avait reçue à la tête. Et c'est là où j'ai fait couler des larmes de pleurs. C'est comme ça que je me suis dit, je vais un peu rester à l'écart en tant qu'observateur de la vie politique de notre pays. C'est comme ça, en 2023, lorsqu'il y a eu le coup de libération, je me suis dit, bon, chaque élection, je vais toujours voter. Chaque élection, je vais toujours voter. Mais en 2023, l'élection m'avait tellement marqué que je me suis dit, bon, pourquoi toujours rester à l'écart? Je vais
bien évidemment, continuer à accomplir mon devoir de citoyen. Et c'est comme ça, pour la première fois de ma vie, j'ai voté neutre en 2023. Parce que pour moi, il n'y avait pas un candidat, n'est-ce pas, qui répondait à mes critères et à mes ambitions. C'est par la suite, lorsqu'il y a eu le cours de libération, j'étais tellement stupéfait que je ne pouvais pas imaginer qu'il devait avoir ce bouleversement de tendance. Et comme ça, quelques heures après le cours de libération, je me suis dirigé vers ma chambre et là j'ai fait couler des larmes. C'était des larmes de joie parce que je n'arrivais pas à imaginer, n'est-ce pas, qu'il pouvait avoir ce changement de circonstances dans notre pays. Et c'est là où j'ai pris conscience de la définition d'une larme. Et je vais vous surprendre aujourd'hui. Pour moi, j'ai défini la larme comme étant, n'est-ce pas, un liquide formé à 1% d'eau et à 99% de sentiments. Pourquoi? Parce que les sentiments, je les ai ressentis en 2016. C'était des sentiments de tristesse, des sentiments de désespoir, des sentiments d'alerte. Ce sont ces sentiments qui m'ont fait couler des larmes. C'était des larmes, n'est-ce pas, sous un point de vue plus ou moins négatif. Et après, en 2023, j'ai encore fait couler des larmes, mais c'était des larmes plus ou moins positives, parce que c'était des larmes de joie. D'où la naissance de cette plateforme de larmes du citoyen, pour montrer également que le citoyen, il peut également manifester un sentiment de désespoir, de désarroi, un sentiment de tristesse, mais également manifester un sentiment de joie. Donc on peut verser les larmes dans un bon sens, mais également dans un mauvais sens. Un parcours scolaire et le jeu, merci. Un parcours scolaire et le jeu. On a désormais la genèse de ce mouvement associatif, les larmes du citoyen. Quels sont désormais les objectifs? Quelle est la vision de cette association? Eh bien, les larmes du citoyen, déjà, comme vous l'entendez, c'est une plateforme citoyenne. Donc, elle englobe toutes les personnes qui veulent bien évidemment travailler avec nous. À ce jour, il y en a combien déjà en termes d'adhérents? Bon, je vais vous surprendre. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on a plus de 90 députés. Et parmi ces 90 députés, il y a pratiquement 10 à 15% qui participent au débat. Dans le gouvernement, on a plus de 25 ministres. Mais parmi les 25 ministres, rares, peu sont ceux-là qui interviennent, qui font des propositions. Donc c'est pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas là pour faire du pronabilisme ou pour faire du populationnisme. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour concocter les synergies, les énergies des Gabonais, de ces jeunes-là qui veulent, n'est-ce pas, conduire le pays vers l'avant et qui ont des propositions à émettre pour le développement de notre pays. Donc nous ne sommes pas tant dans le nombre, mais nous sommes tant dans ceux-là qui ont pris conscience. Qui ont pris conscience que le but d'une association, ce n'est pas seulement d'être un simple participant, ce n'est pas seulement d'être un simple observateur, mais c'est également d'être un actif et cette personne-là qui propose. Donc nous ne focalisons pas notre association sur le nombre, mais nous focalisons notre association sur la capacité des Gabonais, des citoyens, des jeunes à développer leur capacité cognitive au détriment de notre pays. Revenons un temps soit peu sur les objectifs de cette association. Alors, quand vous parlez de propositions, concrètement, vous proposez quoi dans quel secteur bien spécifique? Bon, le Larmes des citoyens, comme je vous le disais, c'est une plateforme citoyenne. Et nous proposons plusieurs choses. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai ici un plan stratégique qui tend sur 5 ans. Ce plan stratégique détermine les activités que nous comptons mener pour le développement de notre pays. Mais ce plan stratégique va se baser sur un secteur, je vais dire, pilote, qui est le premier arrondissement de la commune de Libreville. Donc nous voulons tester ce plan stratégique au sein du premier arrondissement de Libreville afin que nous puissions voir dans les mois, années à venir, comment l'étendre sur le territoire national. Alors nous avons plusieurs volets. Nous avons le volet éducatif, nous avons le volet social, nous avons le volet économique, nous avons le volet sanitaire. Donc nous comptons, n'est-ce pas, mener des actions dans tous ces volets. Nous comptons, n'est-ce pas, élaborer des propositions dans tous ces volets de telle sorte que, ensemble, avec les autorités de la place, nous puissions concocter nos idées pour l'épanouissement de tous. Monsieur Alain Mobaré, les propositions sont les mêmes, les discours quasiment les mêmes en ce qui concerne les mouvements associatifs. Qu'est-ce qui va vous distinguer des autres? Du moins, quelle sera la différence ou quelle est la différence entre vous et les autres plateformes associatives? Ah, mais la différence, elle est là. Nous savons où nous allons. Nous connaissons nos valeurs et nous avons nos principes. Vous allez où concrètement?
Nous allons concrètement. Je vais répondre à votre question. Vous savez ici ce plan stratégique qui est basé sur un acrostiche, notamment l'étude. Dans l'étude, vous avez le E, l'égalité, vous avez le T, la transparence, vous avez le U, l'unité, vous avez le D, la durabilité, et vous avez le E, l'efficience. Pourquoi l'égalité? L'égalité parce que nous voulons démontrer effectivement que nous tous, nous sommes égaux. Nous sommes égaux devant la loi, sans distinction aucune. Égalité pourquoi? Égalité parce qu'on bannit toutes sortes de népotisme, de favoritisme, de tribalisme. On a la transparence. Aujourd'hui, nous avons un véritable problème. C'est le problème de gestion rationnelle de nos ressources. Alors, pourquoi la transparence? La transparence, c'est pour faire en sorte que nous puissions mûrir en nous cette culture de pouvoir, n'est-ce pas, développer nos activités en toute transparence, de pouvoir développer nos activités sans tâche, sans pour autant que nous soyons indexés quelque part. Nous avons ici l'unité. L'unité, c'est parce que nous ne formons qu'un. Nous ne formons qu'un. Et lorsqu'on voit même le cadre de la définition de l'État, l'État est constitué de quoi? D'un territoire, d'un pouvoir politique et d'une population. Et cette population ne forme qu'un seul individu. Donc, c'est en étant unis qu'ensemble nous pouvons atteindre les objectifs escomptés. Mais si nous ne mettons pas l'unité dans ce que nous faisons, il sera difficile pour nous d'atteindre nos objectifs. Nous avons également la durabilité. Aujourd'hui, vous savez, des associations qui se sont créées avec des années qui n'existent plus. Vous avez des associations qui ne perdurent pas. Vous avez des associations qui se perdent même dans leurs objectifs. Mais nous, en mettant la durabilité dans ce que nous faisons, nous voulons démontrer également que nos engagements ne vont pas s'éterniser uniquement là. Nous faisons en quelque sorte, j'ai envie de dire, le développement durable. Excusez-moi du terme parce que j'ai eu à faire également des études en environnement. Le développement durable signifie la satisfaction des besoins des populations présentes sans compromettre aux populations futures à satisfaire les leurs. Donc nous voulons également que les populations futures puissent voir l'impact de ce que nous faisons. Nous voulons également que les populations futures puissent également, j'ai envie de dire, s'imprégner de ce que nous faisons et qu'ils puissent, n'est-ce pas, retenir des leçons de ce que nous faisons. Enfin, nous avons l'efficience. L'efficience, c'est quoi? L'efficience, c'est l'atteinte des objectifs avec peu de moyens. Donc, nous n'avons pas besoin de beaucoup de moyens, mais nous avons juste besoin de la volonté de tout le monde. Parce que vous savez, pour moi, le développement durable, c'est la somme des volontés individuelles multipliées par la somme des volontés des dirigeants. Et si on a cette coalition, je pense qu'avec ces moyens-là, on pourra atteindre l'efficience. Donc, voilà un peu ce qui nous différencie des autres associations. Monsieur Barré, je voudrais quand même que l'on mette un temps soit peu l'accent sur les réalités du pays. Oui. Les intelligences, il y en a, des discours aussi beaux et élogieux que les vôtres, on en a entendu, sinon on continue de les entendre. Mais il y a un problème au niveau de la gouvernance. Est-ce une question, la gestion du pays? Est-ce une question de volonté politique? C'est chacun qui veut grappiller un petit peu? C'est quoi selon vous? Où est-ce que vous avez identifié le problème? Bon, vous savez, ne serons pas comme Pangloss qui dit que tout va mieux dans le meilleur des possibles. Parce que vous convenez avec moi que tout ne va pas pour le mieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'on ne peut atteindre la perfection, mais l'on peut essayer de tendre vers la perfection. Et je pense que si on veut tendre vers la perfection, il faudrait d'abord que nous prenions conscience que ce pays, c'est à nous. Que nous prenions conscience que nous devons le gérer de façon rationnelle. Parce que tout est question de mentalité. Ce n'est même pas question des dirigeants, mais c'est la question des mentalités. Qu'est-ce que nous, les Gabonais, nous proposons? Vous savez, un président américain l'a si bien dit, John Fitzgerald Kennedy, je pense 1917, 1963. Ne cherche pas à savoir ce que ton pays peut faire pour toi, cherche plutôt à savoir ce que tu peux faire pour ton pays. Donc, ce n'est pas aux autorités, mais c'est nous, à nous, les jeunes, la population, de nous battre. De nous battre pour proposer des éléments qui vont peut-être conduire notre pays vers la félicité. Il n'est plus question des critiques, parce que les critiques, on en a assez. Il n'est plus question de contestation, parce que les contestations, on en a assez. Mais qu'est-ce qu'on propose réellement pour notre pays? C'est un peu cela que la plateforme de l'âme du citoyen veut emmener, veut proposer au peuple gabonais, veut proposer aux jeunes de notre pays. Qu'est-ce qu'on propose pour notre pays? Doit-on toujours rester là
pendant que les petits Japonais, pendant ce temps, construisent des appareils assez professionnels pour révolutionner le monde, nous sommes toujours dans les critiques, dans les TikTok, dans les WhatsApp, dans les Facebook. Non, on a assez perdu du temps. Et il est temps pour nous de rattraper le temps. Donc, je veux dire que la responsabilité ne revient pas seulement aux dirigeants, mais la responsabilité nous revient à nous également. Vous faites bien de dire que la responsabilité revient aux jeunes également. Mais il y a un phénomène, l'instrumentalisation des jeunes par les acteurs politiques. Parlons-en un tout petit peu. Est-ce que dans votre mouvement associatif, vous avez mis un pan dans le cadre de la sensibilisation pour sortir un petit peu de ce carcan-là? Oui, mais bien évidemment, lorsque je vous ai parlé en prélude des différents volets que nous comptons, n'est-ce pas, activer au sein de notre association, il y a également le volet social. Dans le volet social, on a la sensibilisation. Et par ailleurs, on a eu à faire une sensibilisation. Est-ce que parler suffit aujourd'hui? Pardon? Est-ce que parler simplement suffit aujourd'hui? Mais justement, la valeur d'un homme ne se justifie pas dans les paroles, mais dans les actes. Et les actes, nous avons commencé à en imposer. Si vous pouvez, si vous allez même dans les différentes activités que nous avons commencé à mener, on a eu à mener des activités du côté de l'Alango et de derrière la prison, afin de permettre aux jeunes, n'est-ce pas, de s'épargner dans le sport en mettant en place une association sportive. Vous voyez un peu, c'est autant d'activités que nous mettons en place. Nous ne sommes pas dans l'instrumentalisation. Nous ne sommes pas dans, j'ai envie de dire, le vagabondage politique. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de conduire les gens vers une destination bien définie et qui a été définie dans notre plan stratégique. Donc, en ce qui concerne l'instrumentalisation, ça ne sied pas dans notre cadre associatif. Monsieur Barré, être vêtu comme vous l'êtes présentement, c'est coûteux, ça demande de l'argent. Faire des brochures également, organiser des compétitions dans les quartiers ou des sorties, c'est également de l'argent. Comment vous financez toutes ces activités? Une main noire vous accompagne? Non, on ne va pas parler des mains noires. Vous parlerez de quoi? C'est une association. D'accord. Une association vit également des dons et des legs, des cotisations de ses membres. Les donateurs sont essentiellement des acteurs politiques? Pardon? Des acteurs politiques pour la plupart? Vous savez, vous connaissez la FIFA, la Fédération internationale de football association. Il y a le politique derrière. Vous connaissez l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a le politique derrière. Vous faites comme tout le monde. Écoutez, et à la fin, écoutez, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'association dans ce monde où l'homme politique n'a pas le regard. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'association où l'homme politique n'a pas le regard. Donc nous sommes qui pour être une association où l'homme politique n'a pas le regard? Comme toute autre association, nous travaillons avec tout le monde. Autant nous travaillons avec d'autres partenaires de la société civile, autant nous travaillons également avec des hommes politiques, autant nous travaillons également avec des entreprises. Donc, c'est comme je vous l'ai dit en prélude, il n'y a pas de distinction. Et dans notre ONG, tout le monde est la bienvenue. Donc, nous sommes, nous mettons à l'écart le tribalisme, le favoritisme. Vous voyez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que nous travaillons avec tout le monde. Donc, il n'y a pas de main noire. Mais, par contre, c'est vrai que beaucoup de gens nous ont fait le reproche parce que lors de notre sortie au niveau de l'Alango, il y avait une dame qui nous a accompagnés par rapport à notre activité. Mais si pour vous, vous pensez que peut-être c'est la main noire, mais moi je vais vous dire une chose. Lorsqu'en 2016, je me retire un peu de la vie politique, j'observe tout sur les réseaux sociaux. En observant tout sur les réseaux sociaux, il y a des personnes que je suivais également sur les réseaux sociaux, dont Judith Lekogo, mais également M. Chopa Fumula Libeka, que je suivais sur les réseaux sociaux et j'ai vu leur engagement citoyen. J'ai vu leur dynamisme dans différentes activités. J'ai vu comment ces personnes se sont mobilisées. J'ai vu l'honorable Judith Lekogo, comment elle s'est mobilisée durant la gestion du fonds Covid-19. J'ai vu comment elle s'est mobilisée durant le décret qui dépénalisait l'homosexualité en République gabonaise. Et nous avons également vu comment elle s'est manifestée à l'endroit de certaines femmes par rapport à l'entrepreneuriat. Donc moi je me suis dit, bon, pourquoi ne pas peut-être écrire à toutes ces personnes-là dans l'optique de nouer ensemble un partenariat pour travailler ensemble. Donc c'est un peu dans cette optique-là que je travaille avec toutes ces personnes pour travailler ensemble. Et elle étant également jeune comme nous, a jugé utile de nous accompagner dans nos activités. Donc c'est un peu cela. Monsieur Lam, nous sommes arrivés au terme de cette entrevue. Oui. Peut-être un mot pour terminer. Pardon? Nous sommes arrivés à la fin. Autre chose pour terminer? Bon, je dirais tout simplement que
Ce fut un plaisir pour moi. Le débat, il était non seulement fructueux, mais également enrichissant. Et c'est un privilège parce que vous m'offrez, n'est-ce pas, la possibilité de faire parler de ma plateforme au sein de votre média. Et j'espère également qu'ensemble, parce que les larmes des citoyens ont également besoin de tout le monde. Vous savez, comme on le dit si bien, la parole sans le média ne peut pas exister. Parce que c'est la parole qui fait en sorte que le média puisse exister. Donc vous voyez, donc on espère également qu'à travers la parole, le média puisse transmettre le bon message et au bon moment et Merci. sans distinction aucune. Merci beaucoup, Monsieur Olem. C'est moi qui vous remercie.